De retour sur ce plateau, merci à ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui nous sont restés fidèles. Nous sommes dans la deuxième partie du débriefing des experts. Mes invités sont toujours avec moi. Madame Glele, qui est médecin, merci d'être restée avec nous pour la deuxième partie du débriefing des experts. Madame Assowe, qui est spécialiste de l'assurance maladie, merci d'être restée avec nous pour la deuxième partie du débriefing des experts. Et Madame Omar, qui est restée également avec nous, représentante de la société civile, merci à vous d'être restée avec nous. Il s'appelle Ismaël Omar Guelleh, il est à la tête de Djibouti depuis le 8 mai 1999. Il aura marqué la vie politique de Djibouti des 16 dernières années. Il est candidat à sa propre succession. Il y a quelques jours, il a déclaré devant les étudiants de l'université de Djibouti, si je ne gagne pas l'élection, je m'effacerai. Parole de démocrate donc, mais qui est réellement Ismaël Omar Guelleh? Que pensent de lui les Djiboutiens et que propose-t-il pour les 5 prochaines années au peuple djiboutien? Élément de réponse dans ce sujet signé Olive Adjakotan. Ismaël Omar Guelleh, le président sortant djiboutien, est candidat à sa propre succession. Président de la République de Djibouti depuis 1999, il est né en Éthiopie en 1947. Élu à la tête du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, en 1981, il dirige le comité central et la commission culturelle du parti. Homme de paix et de consensus, il arrive à la tête du pays après le retrait du pouvoir de Hassan Gouled, premier président de Djibouti indépendant. À la tête du pays, il s'investira pour la fin de la guerre civile qui secoue son pays depuis 1991. Le 12 mai 2001, et sous son égide, un accord est signé. L'ouverture démocratique tant attendue est une réalité. Pour cette élection présidentielle, il brigue pour la 4e fois la magistrature suprême dans son pays avec 5 autres candidats. Son projet de société, faire de Djibouti le hub régional, mais aussi la porte ouverte du continent africain sur l'Orient. Notre pays, Djibouti, est un havre de paix, un pays stable avec un peuple uni. Et grâce à cette unité, mais également à notre position géostratégique, beaucoup d'investisseurs s'intéressent à notre nation et engagent de grands projets car ils ont confiance en notre stabilité politique. Ismaël Omar Guelleh s'est surtout investi dans la Ligue populaire africaine pour l'indépendance en 1974, jusqu'à être évincé de la Sûreté générale. 3 ans plus tard, dès l'indépendance du pays, il devient chef du cabinet du président. Aujourd'hui, à la tête de son pays, de nombreuses réalisations sont à son actif. En effet, Djibouti a renoué avec la croissance économique au début des années 2000. Une croissance moyenne de 5% a été enregistrée jusqu'en 2014. Un taux qui pourrait avoisiner les 7% entre 2016 et 2017. Des réalisations qui ont motivé une marche le 1er novembre 2015 pour un 4e mandat. Je vous remercie pour votre accueil et votre hospitalité. On avait fait un pacte et c'était d'assurer le bien-être social, de garantir la paix et la sécurité et j'ai toujours œuvré dans ce sens et vous avez constaté vous-même des avancées significatives. L'essentiel est que la paix et la stabilité du pays soient garanties. Cette paix permet de sauvegarder la dignité de notre peuple, de permettre à la population de travailler sans avoir recours à l'exil. Aujourd'hui, Djibouti poursuit peu à peu sa marche vers le développement et se repositionne sur la scène internationale. Ismaël Omar Guelleh, en lice pour un 4e mandat, se veut désormais le chantre de la vision Djibouti 2035. Une politique qui consistera à faire de Djibouti un pays émergent d'ici 2 décennies. Mesdames, ce 3 avril, un livre écrit sur le président de la République et candidat à sa propre succession a été officiellement lancé au Palace Kempinski. Et le livre est intitulé « Ismaël Omar Guelleh, une histoire de Djibouti ». Simplicité, générosité, ouverture d'esprit et clairvoyance sont les attributs dont est affublé Monsieur le Président de la République dans ce livre biographique. Un jugement que vous partagez, Madame Non. Omar?
Je ne partage pas cet avis. Dites-nous pourquoi. Alors pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même vision du progrès avec l'UMP. Lorsqu'on parle de progrès, on parle de progrès humain, c'est-à-dire les droits de chaque individu et les libertés fondamentales dont devrait jouir chaque individu de la société. Donc, or, il y a eu des avancées, des avancées techniques, des infrastructures, etc. C'est que nous ne nions pas. Mais il faut beaucoup de progrès, il faut travailler, par exemple, dans les domaines des droits humains. C'est-à-dire la liberté d'expression, garantir la liberté d'expression, la liberté de se réunir, et tout ça ne sont pas garantis. Vous pensez qu'il n'y a pas de liberté de réunion à Djibouti? Il n'y a pas de liberté de réunion lorsqu'on va à l'encontre du candidat les 5 autres candidats à l'élection présidentielle ne font-ils pas librement leur meeting à alors il faut juste pour savoir. Voilà, juste alors nous sommes en période électorale, et donc dans la période électorale, c'est plus ou moins permis de se réunir et de faire des meetings. Mais en dehors de ça, nous ne jouissons d'aucune liberté. Madame Assoé? Non, je ne partage pas. Mais vous partagez les attributs qu'il y a dans ce livre, Ismaël Omar Guelleh, une histoire de Djibouti. Oui, il faut, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut savoir aussi dans les contextes dans lesquels le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait pris le pouvoir en 1999. Il régnait une situation de déficit budgétaire, d'abord, où l'économie était à plat. Donc, il fallait trouver des idées novatrices. Il fallait d'abord rééquilibrer les comptes publics, ce qui s'est fait. 6 mois après son accession, il a rétabli les salaires, qui a rattrapé même 6 mois d'arriérés des salaires. On avait des problèmes, comme vous le savez, d'électricité. Il y avait des pannes de courant, il y avait des pannes d'électricité constamment. Il y a eu des investissements qui ont été faits au niveau de l'énergie. Il y a eu des réformes qui ont suivi, comme la réforme comme les programmes d'ajustement structurel, bien entendu. Mais elle n'a pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Il y a eu des avancées et je suis complètement d'accord avec vous. Je vais vous expliquer pour les libertés syndicales. S'il vous plaît, Madame Omar. Les libertés syndicales. À Djibouti, il y a 4 grandes confédérations syndicales. Il y a 2 confédérations syndicales, l'UGTD et l'UDT. L'ensemble des travailleurs, les codes du travail, comme moi je parle en tant que travailleur, parce que vous êtes fonctionnaire. Voilà, il est exigé de chaque institution qui a plus de 20 personnes d'avoir un syndicat et de désigner un délégué personnel, d'adhérer à une de ces confédérations. Il y a des réunions qui sont organisées au niveau du ministère du Travail. On a je pense qu'au niveau du ministère du Travail, ils vous expliqueraient mieux que moi les problèmes des syndicats à Djibouti. Madame Guelleh, puisqu'on n'a pas assez de temps, on va essayer de bien répartir la parole. C'est vrai que vous êtes plutôt dans votre hôpital, vous vous occupez plutôt de vos malades. Sans doute, vous vous occupez, vous, moins de la politique. Mais vous vivez dans une société, dans un pays, vous avez aussi au quotidien une vie. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, que répondez-vous à ce que vient de dire Madame Omar? Moi, ce que je dirais, parce qu'il faut s'appuyer sur des études et des faits avérés, c'est que si je me mets un petit peu en dehors, en tant que Djiboutienne, en tant que personne ayant épousé Djibouti, je dirais qu'il y a des possibilités, mais je n'arrive pas, à ce jour, à savoir si les gens ne se donnent pas les moyens de pouvoir s'exprimer ou si c'est une réalité. Des faits concrets, est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Omar, nous indiquer des faits concrets qui appuient ce que vous venez de nous dire, à savoir qu'à Djibouti, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté d'association? Alors, il n'y a pas de liberté d'expression dans le sens où il y a eu récemment, le 21 décembre dernier, un massacre qui a fait le tour du monde. Et donc, il y a eu des avocats qui ont établi
qui avait les listes des morts, par exemple. Alors, je cite M. Ebo, qui a été emprisonné juste parce qu'il a dressé une liste de victimes qui ont été tuées à Boldoro. Donc, ce que je reproche au gouvernement aujourd'hui, c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec vous. Ce n'est pas un crime. On peut ne pas être d'accord avec vous, on peut se révolter et s'exprimer, ce n'est pas un crime. Donc à Djibouti, il y a des avancées techniques et ce qui est dommage, c'est que les gouvernements ne prennent pas en considération la mesure ou les droits, les libertés individuelles et associatives. Je pense qu'il y a beaucoup plus de répression que de réformes dans ce sens-là. Et personne ne parle justement à Djibouti, personne ne parle de réformes qu'on pourrait faire à la... Voilà. Madame Omar, oui, que des avancées considérables ont été réalisées sur le plan économique, sur le plan industriel, sanitaire, sécuritaire, voilà, surtout, justement. Et que ce qu'il faut, le premier défi selon vous autour de cette table, c'est de renforcer la protection des droits humains. La protection des droits humains, c'est ça, voilà l'épine dorsale, on va dire que... C'est ça l'épine dorsale, des besoins que vous, représentants de la société civile, vous êtes... Voilà, tout le monde, toute la population se demande ça. Hein, donc, le problème, c'est ça. Le président ambitionne de faire de votre pays, d'ici 2035, un pays émergent. Les bases sont-elles aujourd'hui posées selon vous pour que d'ici 2035, Djibouti soit un pays émergent? Pour que Djibouti soit un pays émergent, il faudrait que la population djiboutienne s'approprie le pays. On emploie les actes, mais ça n'empêcherait que je dirais que nous sommes en 2016, l'État-providence ne doit plus exister. Si Madame et la société civile réclament, et à juste titre, des droits, la liberté, il faut également que la société civile se l'approprie. On a entendu dans les débats, dans les interviews, les petits reportages, la gratuité des soins. D'accord ? Là, cette gratuité, dans l'information que j'espère qu'il y aura dans les mois et dans les années à venir, c'est que la santé n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Donc si même il y a la santé, il y a gratuité de soins demain pour les plus vulnérables, et ce que j'espère, il ne faut pas croire, d'autres vont payer. La solidarité est une vertu qui existait à Djibouti, qui est en déliquescence, parce que l'économie avance, parce qu'il y a la mondialisation. Donc il y a vraiment une éducation à faire, et que il faut une réappropriation de la vision du président par le peuple djiboutien. Il faut que les gens s'approprient leur pays et leur avenir et soient acteurs au quotidien. Être acteur au quotidien, c'est quoi? C'est la transversalité, la santé. La santé, ce n'est pas seulement les soins et la technique, c'est un état global. Donc ça va de la stabilité publique à l'hygiène, à la prévention, à l'alimentation, à l'éducation. C'est un package et un tout. Et on ne peut pas avoir ça si on ne s'implique pas, et dès le plus bas âge. Donc je pense que chaque strate de la société doit s'impliquer en tant qu'acteur, donc chaque métier. Il n'y a pas un métier qui ne soit pas touché par ce domaine. Madame Assouré. Et si en plus c'est ouvert, il n'y a que du bonheur. D'ici 2035, le président... Si vous me permettez, je vais peut-être rebondir un peu par rapport à l'affaire Boldoro et à la publication qu'avait fait M. Omar Awado, qui était la Ligue des droits de l'homme. Je pense que les procureurs de la République avaient, avec des preuves, amené que la liste qui était publiée par M. Omar Awado, et Omar Awado avait même reconnu publiquement qu'il a été dupé. Et qui s'est fait publiquement au tribunal. Quand il a été questionné quand il a été auditionné, c'est le procureur de la République qui avait même lui-même a reconnu. Par la suite, il a été libéré après avoir reconnu les faits. Parce qu'on peut pas dire, on peut pas réclamer, on peut pas mettre sur la liste des personnes qui ne figurent pas parmi les victimes. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a un problème de partialité de la justice. La justice est partiale. Donc, ce qui fait que tous les acteurs du gouvernement vont produire des fausses preuves pour appuyer justement la version officielle de l'événement. Donc, je conteste ça. Je ne pense pas que M. Awado a publiquement admis avoir fauté. Alors vous êtes convaincu qu'il a été arrêté et emprisonné à tort? Oui, à tort.
justement. Et il n'est pas le premier. Donc si aujourd'hui... Vous connaissez d'autres cas? Voilà, il y a d'autres cas, il y a énormément d'autres cas. Il y a des gens qui croupissent à Gabon juste parce qu'ils ont pensé autrement. Et c'est ça qui est dommage dans ces pays. Il y a des prisonniers politiques à Djibouti. Nous aimons ces pays. On aime notre pays, mais on voudrait que notre pays soit à l'avant-garde d'une Afrique indépendante, libre et qui garantit justement le droit de s'exprimer et de se réunir à chacun de ses concitoyens. Ce sentiment de Madame Omar, c'est quelque chose que vous comprenez, que des Djiboutiens aient ce genre de discours, ce sentiment d'injustice. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, Madame Glélé? Oui, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que on aspire toujours au mieux. On assiste toujours à l'échange. Maintenant, je n'ai pas assez d'éléments et de recul pour vous dire ce qui est. Il est vrai que je suis, comme vous dites, je suis un peu monomane dans mon travail et je n'ai pas, j'entends des choses, je dis des choses, mais je ne peux pas parler à partir d'assertions. Maintenant, j'estime que dans un pays, en 2016, il ne me semble pas le plus qu'il y a à Djibouti et ce que je ressens par rapport à l'environnement, à la sous-région. Il y a d'autres pays, c'est que, il me semble, dans le vécu au quotidien, il me semble plutôt que c'est un pays paisible et en paix. Il me semble que c'est plutôt un pays qui est en concorde et où il y a un mélange et de plus en plus des communautés et qui est un partage. Bien sûr, on est encore sur la tranche. Mais quand je parle de l'implication de tout le monde, c'est que je souhaite que nos générations, nos enfants, soient des Djiboutiens demain. Je ne veux pas que nos enfants soient en dehors de la culture, de l'histoire, de la langue, soit des Afars, des Somalis ou des Yéménis, je veux que nos enfants soient des Djiboutiens, qui est une nation. Parce que s'il y a une nation djiboutienne, il y aura ce que vous dites ne devra pas être. Fondé ou pas fondé, après ça c'est des éléments de recherche. Alors, mais il faut entretenir cette culture. Je pense que c'est il faut savoir surtout que Djibouti a 3 atouts majeurs. Son premier atout, c'est la stabilité politique. On l'a vu dans l'élément, voilà, son deuxième, et le peuple djiboutien est attaché à cette stabilité. Son deuxième atout, c'est sa position géostratégique, que nous devons encore et encore tirer les meilleurs profits possibles. Donc, il ne faut pas avancer des choses... Le troisième atout, vous n'avez pas encore fini. Oui. Le troisième atout, c'est lequel? C'est sa population. Sa population. Et son capital humain. Son capital humain, c'est très important. C'est très important. Il faut développer les capitales humains, instruire surtout la population. Mais donc, il y a un problème qui est transversal à tous les codes métiers et à toutes les couches sociales, c'est la question du chômage. Bien sûr. Il faut le régler. Ça, c'est une très bonne question. J'aurais aimé en tant que, je ne me dirais pas économiste, mais peut-être économiste en herbe, qu'on se penche un peu sur la définition du chômage. Il faut qu'on s'accorde d'abord sur la définition du chômage. Qui est chômeur? Selon la définition du BIT, c'est toute personne n'ayant pas occupé un emploi ou une activité rémunératrice durant les 6 derniers mois. Aujourd'hui, il est difficile de cerner à Djibouti et à l'instar même des autres pays de l'Afrique, à mon humble avis, la réalité économique du secteur informel. Oui. Parce qu'il y en a qui sont comptabilisés comme chômeurs, mais qui, dans l'informel, ont une activité économique, une activité rémunératrice. Ce qui est très important, d'abord, c'est de savoir que ces secteurs génèrent pas mal d'emplois saisonniers, d'emplois journaliers. Vous avez des personnes qui vivent des petits métiers, des corps. Qu'il y ait des gens qui statistiquement sont considérés comme chômeurs, mais qui travaillent dans l'informel, ce n'est sans doute pas là la vraie question. La vraie question, c'est qu'on a des milliers d'étudiants qui sortent de l'université, qui ne trouvent pas de travail. Oui. C'est aussi ça la question. Ce qui est très important, surtout, c'est l'adéquation de la formation. La formation, nous en avons parlé ici. Madame Omar, vous avez le dernier mot. Nous sommes à la fin de la deuxième partie de notre émission. Vous avez le dernier mot par rapport à ce que nous venons de voir, l'élément que nous venons de voir, par rapport à la vision du président et candidat Ismaïl Omar Guelleh pour son pays, Djibouti, et pour les Djiboutiens. Alors, je vais clôturer le débat en disant que... La deuxième partie. La deuxième partie.
les libertés sont très importantes dans un pays. Lorsqu'on prend en considération un pays avancé, un pays progressiste, on ne peut pas faire oublier justement les libertés individuelles et sociales. Donc ce qu'il faut, c'est une réforme de la justice, c'est la séparation des trois pouvoirs, c'est la promotion de la liberté d'expression. Nous voulons un pays libre, indépendant et transparent. Ce qu'il faut aussi, c'est comment nourrir le peuple djiboutien, et c'est justement le thème qui va être au centre du débat de ce mardi 5 avril, agriculture et sécurité alimentaire, puisque c'est vrai, la liberté c'est important, mais il faut aussi manger à sa faim, bien évidemment. Écoutez, nous allons marquer une courte pause, on se retrouve dans un instant pour évoquer, ou du moins pour faire une introduction au débat de ce 5 avril, de ce mardi 5 avril, qui va porter sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. A tout de suite.